Bonjour, il fait toujours aussi chaud, c'est un petit peu humide ce matin, mais ça va. Donc il fallait traiter du sujet Iran-Israël, Israël-Iran, sujet éminemment clivant, et c'est pour ça que je ne vais pas cliver. Sur ce sujet, je n'ai pas personnellement assez de maîtrise, assez de contacts ni de connaissances pour faire une analyse personnelle. Ce serait vraiment orgueilleux de ma part. Je suis comme vous, comme beaucoup d'entre vous en tous les cas, à regarder les choses un peu passivement de l'extérieur. Alors on sent des logiques. Alors nous, ce qu'on a à notre portée, c'est déjà, bon, on a les réseaux sociaux. Éric Dénocé, bah, il est décédé, donc on n'aura pas son analyse sur la question, mais on a besoin bien sûr de s'appuyer également sur notre intuition. C'est ce qui nous guide un peu. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Et c'est pour ça que je sais que c'est clivant, parce qu'il y a des gens qui sont très investis dans un camp ou dans l'autre. Et sitôt que ça ne va pas dans leur sens, ils s'énervent et ils sont assez brutaux dans leurs commentaires. Et moi, je n'entretiendrai pas cette brutalité, étant donné que on est comme des néophytes. Autant ce qui se passe en France m'intéresse, ce qui se passe à l'étranger, ça a des répercussions, certes, en France, mais il y a tellement d'enjeux diplomatiques, il y a tellement de sous de cartes qu'on ignore, et des plans et des stratégies à 3, 4, 5 bandes, que pour t'y retrouver, c'est compliqué. Alors je sais quand on veut nous comprendre, on simplifie les choses. On refuse la complexité. Et en simplifiant, attention, hein, je suis moi-même parfois, je dirais, victime de cette simplification. Je m'en aperçois quand je m'écoute, des fois je me dis, voilà, t'as simplifié, c'est plus complexe. En tous les cas, tu peux pas simplifier ou généraliser comme l'on fait des fois. Ça m'arrive aussi, vous voyez, on est tous des êtres très imparfaits dans la mesure où nous sommes faits d'imperfection. Évidemment, notre raisonnement et nos analyses sont imparfaites. Alors, on essaie de prendre à droite, à gauche, donc on va commencer par Philippe de Villiers. Un témoignage d'une Iranienne, Philippe de Villiers. Ensuite, on va entendre, alors c'est un spécialiste de l'Iran, Bernard Ourcade, qui est donc directeur de recherche au CNRS et géographe spécialiste de l'Iran. On écoutera son analyse. Et puis en fin de course, l'avis d'un rabbin, Rav Ron Shaya, qui est une interprétation des éléments, des faits qui se passent, une interprétation religieuse qui lui appartient bien entendu. Et je ne juge personne. Je ne suis pas là pour... C'est pas par peur ni par lâcheté, mais je vous dis, je n'ai pas les moyens je n'ai pas les connaissances ni les moyens intellectuels de m'impliquer dans un conflit qui est déjà très très clivant, et puis après quand tu clives, il faut que tu assumes ta position. Et pour l'assumer, tu rentres souvent dans la mauvaise foi. Ça, c'est pas l'esprit de la maison. En tous les cas, j'espère. Donc on va commencer par écouter déjà notre ami, bon, cette personne qui est iranienne et qui parle des communistes qui ont collaboré, la gauche qui a collaboré avec les islamistes. Bis repetitas. Toutes les rencontres d'Iraniens ou d'Iraniennes que j'ai faites en France professionnellement, j'ai toujours été séduit par ce peuple, le peuple perse. Et j'ai toujours senti beaucoup d'intelligence, je dois le dire, et beaucoup de profondeur, et de la spiritualité aussi. Donc c'est un peuple que je respecte énormément. Je le respecte par rapport à mes petites connexions que j'ai eues en France. Maintenant, je ne suis jamais allé en Iran et tout ça. Mais pour ceux qui sont allés en Iran, ils ont aussi ce sentiment d'avoir affaire à un grand peuple.
Donc, ça, je voulais le préciser également. On écoute Philippe de Villiers, cette dame, et puis ensuite Philippe de Villiers. C'est parti. L'Iran d'avant, c'est ma mère qui m'a raconté ce qu'était l'Iran d'avant. C'était un pays où il y avait l'égalité des droits, où les femmes n'étaient pas obligées de porter le voile, où elles ont eu le droit de vote, elles ont eu le droit à l'avortement, il n'y avait pas la charia. Vous savez, ma propre mère, elle a participé à un concours de Miss, donc pour vous dire à quel point finalement c'était moderne. On avait Frank Sinatra qui venait chanter à Téhéran, enfin... Et du jour au lendemain, cette alliance entre les Fédayines, les Moudjahidines, enfin tout ce qui était extrême gauche, léniniste, marxiste de l'époque, s'est allié aux islamistes et a fait basculer le pays en l'espace de quelques mois dans l'obscurantisme. Et d'un seul coup, l'âge du mariage pour les petites filles est passé à 9 ans. Elles étaient voilées de force à 6 ans. Les femmes ont perdu tous les droits qui étaient acquis. Il faut bien comprendre que l'Iran est sans doute sur le point d'avoir la bombe atomique. C'est pas moi qui le dis, ce ne sont pas les diplomates qui le disent, c'est l'agence internationale qui est chargée du contrôle de l'atome, qui il y a quelques jours, a mis en garde la communauté internationale en disant qu'il est probable que l'Iran est tout près d'avoir la bombe atomique. Ça pose un triple problème. Le premier problème, c'est pour Israël. Parce que si l'Iran a la bombe atomique, l'Iran s'en servira. Et compte tenu du climat de tension entre Israël et l'Iran, on peut supposer que dès que l'Iran aura la bombe atomique, l'Iran ne tardera pas à s'en servir. Et là, on a une conflagration généralisée. Deuxième danger, deuxième problème, c'est l'ensemble du Moyen-Orient, puisque si l'Iran a la bombe atomique, l'Arabie Saoudite va vouloir avoir la bombe atomique, je cite au hasard, mais tous les pays voudront avoir la bombe atomique, c'est-à-dire que c'est le fameux danger de ce qu'on appelle la prolifération nucléaire, la nucléarisation de tout le Moyen-Orient. Ça, c'est le deuxième problème. Et le troisième problème, il nous concerne nous, parce que quand un État islamique a la bombe atomique, vous avez beau être de l'autre côté de la Méditerranée, il vaut mieux se préparer à une attaque de la part d'un État qui pratique le djihad et la charia. Donc c'est un État dirigé par des terroristes. Alors si je dis ça, c'est parce que je pense que Netanyahou, Israël, avait des éléments qui les ont conduits à prendre la décision. Et pour ma part, je vais dire franchement les choses, avec la prudence nécessaire, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Philippe de Villiers, cette attaque d'Israël contre les positions nucléaires iraniennes. Alors, vous avez ce point de vue qui est décliné, qui est intéressant, de Philippe de Villiers. Et dans le contexte où nous sommes, de toute façon, il faut savoir que vous avez aujourd'hui des gens qui sont obligés de se déterminer, et Philippe de Villiers se détermine en soutien d'Israël et de sa politique actuelle. C'est un peu la politique et c'est un peu comment dire, l'esprit de la chaîne CNews du groupe Bolloré. Donc ça ne m'étonne pas, il a choisi, je dirais, son camp. Après, peut-être qu'il a raison, peut-être que stratégiquement c'est ce qu'on doit faire. J'ai pas d'avis sur la question. Pas pour l'instant, peut-être plus tard, mais pour l'instant, je regarde, j'écoute, j'observe. Et si un jour j'ai un avis, je le donnerai. Mais je suis très très prudent, parce qu'on peut vite se planter. Des fois, l'histoire nous donne tort dans les catégories où parfois on s'engage prématurément.
Donc là, c'est par prudence que par contre, sur ces sujets-là, je ne prends absolument pas parti, mais j'écoute les points de vue des uns et des autres. Et là, il y a un autre point de vue, c'est celui de Bernard Hourcade, dont je vous ai parlé, qui donc est un géographe spécialiste de l'Iran. C'est pas inintéressant. On va l'écouter. C'est vraiment des enjeux. Et on entend Bernard Hourcade depuis ce matin beaucoup dans tous les médias parler justement de ces seuils sur l'enrichissement d'uranium pour comprendre à quel point la menace nucléaire est réelle ou pas aujourd'hui. Tout à fait. Comme ça a été rappelé, c'est depuis le début des années 2000 que la menace nucléaire iranienne plane sur la région et que l'on désigne l'Iran comme le pays vraiment dangereux, les autres étant moins dangereux. Mais sur la capacité de l'Iran à avoir du nucléaire sur le plan scientifique, sur le plan technologique, c'est incontestable. Et l'Iran a réussi remarquablement, de façon même, alors qu'il était sous sanction, à enrichir l'uranium à 60% aujourd'hui. Il faut bien rappeler quand même qu'en 2015, l'Iran a accepté d'abandonner ce programme et de revenir à 3,5% d'uranium enrichi, c'est-à-dire de respecter les normes internationales de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et c'est parce que Trump a brisé cet accord que l'Iran, voyant qu'il n'était pas respecté, s'est relancé en disant « Si vous ne levez pas les sanctions, moi, je pourrais peut-être me lancer... » Lors de son premier mandat, on le rappelle, en 2018. Et je pourrais me lancer dans le nucléaire. Mais tout le monde sait très bien que c'est une vieille histoire et que la menace iranienne, elle est sans arrêt sur la table, mais d'un côté, c'est du virtuel. Alors, où en sont-ils? On confond souvent le fait que l'Iran a aujourd'hui la capacité de produire de l'uranium enrichi militaire très rapidement, en une semaine, et le fait de faire une bombe atomique, c'est une autre chose, et de transporter cette bombe, qui est une troisième chose. Donc, la question que je me pose aujourd'hui, c'est pourquoi Israël attaque aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé de nouveau, alors que tout ce qu'on vient de dire est connu déjà depuis plusieurs années? Et on reviendra justement sur ce point précis. Après-midi par INSS, l'Institut stratégique israélien, disant c'est all in one, tout dans un. Autrement dit, l'opération est multicarte. On va toucher du nucléaire, mais pas trop. Ne pas oublier que Fordo n'a pas été touché. Les installations pétrolières n'ont pas été touchées. Les détonations qui ont été entendues près de ce site de Fordo, mais on n'a pas de précision pour l'instant. Donc, l'essentiel n'a pas été touché. Ils ont touché les missiles balistiques, par-ci, par-là. Ils ont surtout assassiné un certain nombre de personnalités importantes, emblématiques. Et donc, pour mettre un peu la pagaille, c'est une espèce de chaos. On tape sur tout ce qui bouge. Ils ont attaqué toutes les cibles possibles pour créer une espèce de chaos. Mais qu'est-ce qui va en sortir? On en débattra, je pense, tout à l'heure. Mais l'Iran, ce qui me surprend aujourd'hui, c'est que l'Iran, aujourd'hui, on parlait des proxys, l'Iran n'a plus de proxys. Israël a fait le ménage, souhaité par l'Iran d'ailleurs. Le Hezbollah n'est plus en activité, il n'a plus la capacité qu'il avait il y a encore 6 mois. Bachar el-Assad, que je pensais parti, les proxys iraniens en Irak ont été démonétisés et les Houthis travaillent pour leur propre compte. Donc l'Iran est aujourd'hui affaibli. Pourquoi donc aujourd'hui attaquer un Iran qui est en incapacité de faire quelque chose et qui discute avec les États-Unis pour sortir justement de la crise? Donc jamais l'Iran n'était aussi peu menaçant qu'aujourd'hui. Donc je me pose des questions. Et on va essayer d'y apporter des réponses. Le fait que Haniyeh ait été tué à Téhéran, dans le chef du Hamas, en juillet dernier. Bon, c'est inconcevable une chose pareille. Oui, et on sait très bien qu'ensuite, pour Nasrallah, c'est pareil. Certains pensent que c'est effectivement un général iranien qui avait un téléphone pourri et qui a mené la frappe israélienne, permis aux Israéliens de frapper Nasrallah. Et donc on voit que le système iranien central, les gardiens de la révolution, est totalement infiltré par les services israéliens, de façon remarquable. Certains disaient que la Savak du Shah avait été formée jadis par le Mossad. Un service de renseignement, je crois, n'abandonne jamais. Et donc, quelque part, les petits-fils de ces gens-là étaient dormants et aujourd'hui sont là. Donc, il y a un problème interne à l'Iran qui, effectivement, vu les divisions politiques qu'il y a, tout le monde se déteste entre les amis de 40 ans, font que les services israéliens ou autres ont des moyens de pénétrer au plus haut niveau de l'État. Et ça renforce Clément Renaud, ce que vous dites. C'est bon, et suivi d'autres répliques d'Israël dans la foulée. C'est possible que l'Iran réplique, il doit faire quelque chose. L'Iran est humilié. L'Iran a été vaincu. Les gardiens de révolution ont été humiliés en perdant le Hezbollah, le Bachar el-Assad, etc. Et donc, ces gens qui ont été humiliés sont à genoux, ils ont été éliminés physiquement, mais l'Iran, en tant que nation, est aujourd'hui touché. Et ça qui est un peu important. Et je me demande aujourd'hui quelle est la décision côté iranien au plus haut niveau. Ils ont décidé depuis très longtemps de négocier les États-Unis.
à l'époque de Raïssi, le précédent président iranien, parce qu'ils ont constaté que l'Iran est en train de crever sur place. L'économie est fichue, la bourgeoisie moyenne s'en va, l'Iran n'a pas d'avenir tel qu'actuellement. Et donc le régime iranien, le régime islamique, tient à se sauver, normalement, comme tout régime politique. Mais aussi, ils se rendent compte qu'il faut négocier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que la réplique iranienne peut être symbolique, des missiles qui vont être interceptés, etc. Mais ils ne peuvent pas aller plus loin, bloquer le Golfe Persique. Qui va être furieux ? Koweït, l'Arabie Saoudite, Qatar, qui exportent par. Et la Chine ne sera pas contente non plus. Autrement dit, les Iraniens ne vont pas se tirer une balle dans le pied. Ils ont été capables de le faire plusieurs fois. Donc, les Iraniens sont vraiment prisonniers de leur propre histoire. La question qui se pose aujourd'hui, et on y reviendra, je pense, c'est pourquoi ce timing d'aujourd'hui ? Parce que tous ces éléments dont on parle, ça fait 40 ans qu'on les connaît plus ou moins. La menace iranienne, c'est pas d'aujourd'hui. Donc, pourquoi aujourd'hui ? Et c'est là que la question de la Palestine se pose. Le président Macron devait faire un discours à 17h sur la Palestine. Il en fait à 19h sur l'Iran. C'était le but recherché. M. Netanyahu a gagné la conférence. Avec la conférence de l'ONU de mercredi prochain qui est annulée. Emmanuel Macron qui a tout de même... Alors là, c'est l'hypothèse de ce monsieur, qu'il n'y avait pas forcément nécessité d'intervenir, d'après ce que j'ai compris, et que c'est une opération politique par rapport à ce qui se passe avec Gaza, peut-être. C'est son interprétation. Mais par honnêteté intellectuelle, on doit aujourd'hui écouter les différents points de vue de gens qui ont une certaine crédibilité par rapport à leur connaissance. Il ne s'agit pas d'aller chercher le bidochon du coin pour lui demander ce qu'il pense, mais entre Philippe de Villiers et puis ce monsieur qui est spécialiste de l'Iran, ça vaut la peine d'entendre. Et puis après, on se fait son idée. Et là, pour terminer, alors là aussi, c'est le rabbin Rav Ron Shaya qui a déjà fait parler de lui, donc c'est pareil, c'est pas comme l'Église catholique, chez les Juifs, ils n'ont pas la même hiérarchie, et donc ils s'expriment librement. Un prêtre, il est dépendant de son évêque, l'évêque est dépendant de Rome et du pape. Donc il y a une hiérarchie qui fait que, en gros, dans l'Église catholique, vous avez un narratif unifié, c'est-à-dire tu ne peux pas te permettre de dire n'importe quoi quand tu as un petit curé du coin, si derrière tu es sous l'autorité du pape ou de l'évêque qui peut te sanctionner. C'est pour ça qu'il y a une maîtrise du discours qui fait un peu langue de bois chez les curés. Il n'y a pas de langue de bois chez les rabbins. Ils disent ce qu'ils pensent. Après, ils ont des débats entre eux, etc. Ils ne pensent pas tous pareil. Mais là, c'est une des versions, une des interprétations d'un rabbin comme ça, qu'on a filmé, qu'on écoute. Et il faut écouter aussi, il faut écouter tout le monde. Alors, je vous propose qu'on l'écoute, et puis après, ce sera terminé. Donc, d'après ce que nous voyons dans les nouvelles, on est veille d'une attaque israélienne sur l'Iran. L'Iran, vraisemblablement, a déjà même des bombes atomiques. L'Iran a dit que si Israël attaque, ils vont attaquer des bases américaines, donc l'Amérique va réagir. Et c'est écrit dans le Tosfot, la page 2, Traité Avodah dans le verso, que lorsque l'Iran tombe dans les mains de Rome aujourd'hui, c'est l'Amérique. Ça sera juste avant la venue du Mashiach. Donc, chers amis, on se prépare. Aujourd'hui, la vie est dure pour tout le monde souffre. Les grands rabbins du Talmud ont dit, qui vient le Mashiach, je ne veux pas être présent quand il viendra. Comme ça, on dit oula, et moi je dis c'est un système mnémotechnique oulala, et rabat. Mais Rabbi Yochanan a dit non, qu'il vienne et que j'ai la chance d'être à l'ombre du crottin de son âme. Chers amis, Dieu nous a choisis après 5000 ans d'histoire pour être la génération qui verra Mashiach. On y est, on y arrive. C'est difficile, mais on va recevoir un mérite énorme, un bonheur extraordinaire. Faisons tchouva, renfonçons-nous, la fin est proche de Rat Hashem, et on va voir bientôt de nos yeux Mashiach Tzidkenu. Quel bonheur. Quel bonheur. Alors, là aussi, c'est une interprétation messianique issue c'est le Talmud, je crois, qui spécule sur le retour du Messia. Et cette logique de chaos, de guerre mondiale pour faire venir le Messie. Alors, je ne sais pas quel est ce Dieu, mais moi, il m'inquiète un peu. Parce qu'un Dieu qui revient, parce qu'il faut provoquer un chaos pour faire revenir un Dieu, ça craint... Enfin, je dis ça, je dis rien, mais la logique même de cette histoire m'interpelle sur la nature de ce Dieu, évidemment. Je vous souhaite une bonne journée. Sur ce, et on se dit à bientôt.